Et nous recevons ce matin un aventurier de l'Alaska à la Sibérie en passant par la Laponie. Il a roulé sa bosse aux quatre coins du monde. Curieux, engagé et amoureux de la nature. Qui se cache derrière cet explorateur? Nous avons un peu plus d'une heure pour le découvrir. Cet été, 10h, 11h30 sur Europe 1, Campus. Campus, Julia Martin. Bonjour à toutes et à tous, merci de votre fidélité à Campus, une émission qui, je vous le rappelle, vous fait découvrir une personnalité à travers les titres qui ont marqué son existence. Et aujourd'hui, c'est Nicolas Vanier qui accepte de diffuser la bande originale de sa vie sur Europe 1. Bonjour Nicolas Vanier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ça me fait plaisir. Ce matin, je vous propose d'être le programmateur musical de cette émission. Le passionné que vous êtes devrez apprécier. Alors, quelles douces mélodies sont à jamais associées à votre enfance en Sologne? Quels sont les titres évocateurs de votre famille, de vos expéditions? Vous allez nous le confier dans Campus. Et puis, chers auditeurs, vos témoignages et questions sont aussi les bienvenus sur la page Facebook de Campus, sur Twitter @JuliaEurope1, tout attaché, #Campus, s'il vous plaît, et sur le site europe1.fr où nous sommes filmés. Oui, nous sommes en vidéo. On s'évade ce matin sur Europe 1. Nicolas Vanier, c'est une rentrée très chargée qui s'annonce pour vous. Vous préparez une nouvelle expédition, l'Odyssée sauvage, du bord de l'océan Pacifique au plus grand lac du monde, c'est le lac Baïkal. C'est une odyssée de plus de 5000 km en traîneau avec vos chiens. Vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Le départ sera le 20 décembre, je crois. Oui, au-delà des milliers de kilomètres, c'est surtout un grand bonheur pour moi de retrouver ce que j'aime le plus au monde, c'est-à-dire les chiens, la neige, le nord. Ma dernière expédition remonte à plus de 6 ans aujourd'hui. Des années où je me suis beaucoup consacré à la fois au cinéma et puis à ce que j'appelle la défense de l'environnement. Et donc j'ai une immense envie de renouer avec cela. Et j'attends avec impatience effectivement cette neige du mois de décembre pour m'élancer avec mes chers chiens vers le lac Baïkal à travers ces pays que je ne connais pas, que sont la Mongolie, la Mandchourie, cette zone frontalière entre la Chine et la Sibérie, où vivent notamment les derniers tigres de Sibérie. Je rêve d'en rencontrer un, peut-être d'en croiser un au cours de ce périple. Et puis il y a aussi toute cette partie nord de la Mongolie où vivent ces peuples qui sont là-haut, dans ces grands espaces désertiques, qui conservent, on va dire, les rudiments d'une philosophie qui est en train de se perdre. Et donc, je pars à la découverte de tout ça, pour mon plaisir et celui des chiens. Donc, au-delà de l'exploration, ce qu'on entend ce matin sur Europe 1, c'est avant tout une aventure humaine. Et puis, vous parliez de cinéma, il y a aussi ce film, Belle et Sébastien, qui sortira le 18 décembre. Je rappelle que le livre est déjà sorti en février dernier aux éditions XO. C'est une adaptation de la série qui a marqué toute une génération de Français. L'histoire d'amitié entre un petit garçon et un chien, à qui vous faites vivre de nouvelles aventures sous l'occupation allemande. Pourquoi ce prisme, Nicolas Vanier? Tout d'abord, c'était vraiment une histoire sur mesure pour le passionné des chiens que je suis. Le choix de replacer cette histoire en reprenant les fondamentaux de l'époque, de la replacer pendant la Seconde Guerre mondiale était, et je pense que ça va le surprendre, d'abord un choix esthétique. J'aurais pu, par exemple, replacer cette histoire en 2013. Et mon Sébastien se serait retrouvé dans les montagnes aux côtés de ce que l'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire ces randonneurs, skieurs équipés de tenues fluorescentes qui agressent personnellement mon regard, qui auraient rendu malheureux mes caméras. Et moi, j'avais envie de cuir, de toile, de couleurs qui se marient avec ces petits villages de pierre, de lauze que j'ai mis aussi en avant dans ce film. J'avais envie de ces couleurs-là, de ces matières-là, de ces sons de ce climat qu'on a perdu aujourd'hui, en tout cas dans certaines parties de la montagne où il y a ces sortes d'usines à ski. Et donc, ce choix m'a permis aussi, d'un point de vue dramaturgique, de renouer avec quelque chose de très important dans la série, qui est la question d'aventure, qui m'est chère, mais aussi de passage. Alors, dans cette série, dont il faut se rappeler que c'était en noir et blanc, il y avait une question de passage qui était de la contrebande. Et dans mon histoire, dans ce film, ce sont des Juifs qui cherchent
cherche à quitter donc la France pour rejoindre la zone libre, aidé par ces gens de la montagne qui, comme chacun sait, ont été des résistants de premier ordre. Nicolas Vanier, je vous propose d'ouvrir votre campus avec un air de Prokofiev, Pierre et le loup. Pourquoi ce choix ? Eh bien, on en parle juste après sur Europe 1. Un extrait de Prokofiev sur Europe 1, Pierre et le loup. Pourquoi ce choix, Nicolas Vanier ? Parce que lorsque on demande qu'est-ce qui évoque pour moi la jeunesse, la musique, c'est ce petit disque 45 tours que j'avais, et aussi parce que un petit cadeau que la vie m'a fait, c'est qu'on m'a demandé il y a 2 ans d'écrire une suite à Pierre et le loup. Alors ça, j'ai trouvé ça assez extraordinaire. Et puis c'est vrai qu'aussi il y a dans le titre le loup qui dès mon enfance était déjà un animal pour qui moi. Qui vous fascinait ? Mythique, fascinant. Ouais. Ça incarnait pour moi tout ce que j'aime, c'est-à-dire le Nord, la liberté, la sauvagerie. Et bien évidemment, au cours de ma vie, j'ai eu la chance d'approcher beaucoup de loups et de découvrir que, au-delà de cette fascination pour cet animal que j'avais enfant, que c'est un animal extraordinaire. Ce qui est fascinant aussi, Nicolas Vanier, c'est votre parcours. On se demande dans quel monde a pu vivre un aventurier comme vous. Alors vous êtes né au Sénégal, je crois ? C'est ça ? Oui, alors j'ai peut-être pris un coup de chaud en essence qui m'a donné l'envie d'aller vers le froid, mais voilà, c'est un hasard de la vie qui fait que mon père était en coopération là-bas au service militaire, et donc j'y suis resté que quelques jours. Je ne pense pas qu'au-delà de cette boutade, ça a eu un impact important dans ma vie, mais en tout cas, je suis né là-bas. Ce qui était structurant, c'est surtout la Sologne. Vous avez été élevé dans la ferme de votre grand-père avec déjà des premiers contacts avec la nature. Oui, alors ça, contrairement au Sénégal, la Sologne, bien sûr, a une importance absolument capitale. C'est elle qui m'a construit enfant, avec effectivement un grand-père dont j'ai beaucoup de souvenirs, un grand-père qui avait déjà des chiens autour de lui, qui ont forcément beaucoup compté, un grand-père qui regardait, comme je regarde aujourd'hui, au printemps, le blé pousser, un grand-père qui allait le soir à la rencontre des cerfs, chevreuils, sangliers qui peuplent nos belles forêts de Sologne, et donc ce contact et cet apprentissage que j'ai fait dans cette ferme de mon grand-père où j'ai grandi m'a définitivement donné cette envie immense d'aller dans ce que j'appellerais la grande nature, parce que assez vite, adolescent, je me suis rendu compte que cette ferme qui me semblait être sans frontières, totale, immense, avait des frontières, des routes, et donc je crois que c'est ça qui m'a donné envie peut-être de partir vers ces pays où on dit qu'on peut marcher pendant des semaines, des mois sans croiser une route, sans rencontrer âmes qui vivent. Ça fait partie des choses qui, enfant, m'ont vraiment bouleversé. Oui, on le sent bien, votre grand-père qui vous a certainement ouvert le champ des possibles. Ce qu'il faut dire, Nicolas Vanier, c'est que vous apprenez tout de suite les réflexes qui permettent à l'homme d'apprivoiser la nature, les milieux sauvages, vous connaissez bien la forêt, vous orienter, construire un feu. Et à 5 ans, vous regardez une carte du monde. Ça vous inspire quoi à ce moment-là ? Parce qu'il y a un endroit particulier que vous retenez. Une question qui revient très souvent, mais d'où vous vient cette passion pour le Nord ? Je ne peux pas l'expliquer, sinon que, effectivement, déjà enfant, lorsque je regardais une carte du monde, je ne regardais que le haut de la carte. Lorsque j'ai été en âge de commencer à pouvoir lire, je ne voulais lire que des romans de Jack London, Paul-Émile Victor, Fenimore Cooper et autres. J'étais définitivement attiré vers ces pays d'en haut, comme je les appelle. Je suppose que c'est un petit peu comme un musicien fou, passionné, à qui on demanderait d'où vous vient cet amour de la musique. C'est, je pense, assez, en tout cas en ce qui me concerne, inexplicable. Sinon que, enfant et adolescent, cette passion dévorante, énorme, me rendait finalement assez malheureux, parce que j'imaginais pas une seconde que je puisse un jour réaliser ces rêves qui me paraissaient totalement inaccessibles, à un tel point que j'évitais d'en parler à mes copains. Traverser la Sibérie en traîneau à chien, tout le monde se serait foutu de ma gueule. Donc ces rêves étaient en moi. Alors je me souviens, mais
parents se souviennent qu'ils m'ont retrouvé des matins en train de dormir sur le balcon parce que je commençais à vouloir faire mon apprentissage de la vie difficile. Ça, c'est vers 10-12 ans, je crois, c'est ça ? Lorsque je pêchais, c'était par plaisir, mais aussi parce que je voulais apprendre. Et pour en revenir à mon grand-père, ce qui m'a aussi beaucoup marqué, c'est que nous étions pas, avec mon grand-père, spectateurs dans la nature. On était vraiment ce que j'appellerais acteurs, c'est-à-dire qu'on allait couper les arbres avec lesquels ensuite on se chauffait, on allait cueillir dans la forêt à différentes époques de l'année des champignons, des fraises des bois. Enfin, chaque année, on allait glaner dans la nature ce dont on se nourrissait. Il nous arrivait d'aller à la pêche, d'aller chasser un canard. Et j'aimais cette relation que nous entreprenions avec la nature qui était faite d'une sorte d'échange. Et cette philosophie, on va dire, parce que c'en est une, je l'ai retrouvée ensuite auprès, bien évidemment, des Indiens, des trappeurs, et c'est quelque chose qui a été un fil conducteur dans ma vie, à la fois en Sologne, puis ensuite dans le Nord. Échange, partage, transmission. Nicolas Vanier, on va voir que ce goût pour les aventures et le Grand Nord ne vous ont jamais vraiment quitté. On en parle dans un court instant sur Europe 1. Europe 1, Campus. Julia Martin. Nicolas Vanier, vous êtes un passionné de rock. Vous avez même joué dans un groupe. On revient sur ces années après Dire Straits et Romeo and Juliet. Dire Straits sur Europe 1, Romeo and Juliet. Nicolas Vanier, ce titre vous imprègne, vous êtes transporté là. Vous n'êtes plus du tout avec moi d'ailleurs en studio Europe 1. Vous nous expliquez pourquoi ? Non, c'est parce que j'écoute assez peu, voire très très peu de musique dans la vie, ou alors lorsque j'en écoute, c'est celle de la nature quand je suis chez moi en Sologne. Et j'ai une petite liste dont ce morceau fait partie, que j'emporte avec moi lorsque je pars, comme ça va être le cas cet hiver, en expédition. Et il y a quelques morceaux comme celui-ci, Breaking the Wall, que je conserve pour certains moments jubilatoires, où je suis en traîneau la nuit, où tout va bien parce qu'on ne peut pas écouter de la musique, c'est-à-dire s'abstraire des sons que la nature vous envoie. Oui, c'est important lorsque vous conduisez la nuit en traîneau à chien, les sons, par exemple, de la glace qui peut craquer, peuvent vous donner des indications. Donc on ne peut pas écouter de la musique très souvent. Lorsqu'on le fait, en général, c'est lorsque tout va bien. Et lorsque on met tout d'un coup comme ça le casque et que on est avec ces morceaux-là, et ben lorsque je me retrouve dans un studio comme c'est le cas aujourd'hui, j'ai des flashs, des moments qui me reviennent. Tout à l'heure, lorsque vous avez surpris mon regard où j'étais un peu perdu, je pense que j'étais sur la banquise de la baie d'Hudson en pleine nuit avec un aurore boréal absolument somptueux, avec une pleine lune qui fait que l'on y voit comme en plein jour. Et donc voilà, je repars un petit peu là-haut et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cela me manque, ce qui explique voilà ce petit moment de... Oui, de parenthèse enchantée, mais c'est aussi le pouvoir de la musique, c'est le langage de l'émotion, moment jubilatoire. Alors, je le disais tout à l'heure, vous êtes passionné de rock. Adolescent, vous écoutiez le rock américain, votre passion allait même jusqu'à un groupe comme AC/DC. Vous jouez de la guitare électrique à ce moment-là ou pas ? Vous tentez plutôt ? Alors je sais pas si on peut appeler ça jouer de la guitare. C'est le hasard de la vie et surtout des copains qui font que 3 de mes très bons copains dans ce lycée agricole du Chénois où j'ai passé de la 3e à la terminale étaient d'excellents musiciens, bassistes, batterie et autres, et on commençait à monter un petit groupe à un moment où moi je commençais
commencé un tout petit peu à essayer de gratter sans vraiment y arriver parce que je n'avais absolument pas l'oreille musicale. J'étais donc le plus nul de la bande, mais je crois que j'étais aussi celui qui était apprécié par sa bonne humeur. Enfin, je faisais partie du groupe et donc, bon an, mal an, ils m'ont pris dans ce petit groupe qui nous permettait les samedis d'aller faire les ouvertures de Boom et c'était vraiment sympathique, mais encore une fois, j'étais vraiment pas doué. Et je les ai perdus de vue, donc je sais pas s'ils m'écoutent, ce serait formidable, mais je veux vraiment les remercier de m'avoir comme ça enduré pendant ces 2 années merveilleuses où effectivement tous les soirs, dès qu'il y avait une récréation, on allait gratter et effectivement on était sur ACDC assez bon, on avait un assez bon répertoire, mais c'est surtout des souvenirs absolument formidables. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, Nicolas Vanier, le Grand Nord vous obsédait à ce moment-là. Est-ce que les études, l'envie de sortir justement, s'amuser avec les copains, c'est pas quelque chose qui vous ramenait à la réalité sur Terre? Est-ce que vous étiez toujours effectivement obsédé par ce voyage lointain? J'étais définitivement, je crois que le mot est juste, obsédé par le Grand Nord et j'essayais par tous les moyens de me guérir de ce que je considérais être un petit peu comme une maladie parce que je voyais bien que toutes les personnes autour de moi, cousins, frères, copains, n'avaient pas de passion aussi dévorante, même si bien évidemment certains en avaient pour le football, pour la musique. Cette passion était en moi, dévorante, et j'espérais m'en guérir. Alors étant enfant, j'imaginais qu'adolescent, j'allais être guéri, adolescent, et j'ai porté ça un petit peu toute cette enfance et cette adolescence encore une fois, en n'imaginant pas que cela puisse être possible, parce que je voyais bien toutes les barrières qui s'opposaient à ce que je puisse réaliser ces rêves. Et la première d'entre elles est tout simplement la question financière, qui est que j'imaginais au mieux ma vie comme une succession d'années où peut-être je pourrais travailler 10-11 mois pour mettre de côté un petit peu de sous qui me permettrait 1 mois par an d'aller à la rencontre de ce Nord. Et je savais bien que du coup ma vie allait être 11 mois de sacrifice pour peut-être 1 mois de bonheur. Enfin, donc j'avais qu'une seule envie, c'est de me débarrasser peut-être de cette passion, mais je m'en débarrassais pas. Ben non, et Nicolas Vanier, vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous étiez au lycée agricole en pensant devenir à un moment donné, pourquoi pas, agriculteur, pour éviter le Grand Nord, mais l'appel est plus fort. On va essayer de comprendre d'ailleurs comment on peut survivre dans un endroit qui paraît si hostile. On se retrouve dans un court instant sur Europe 1. 10h, 11h30 sur Europe 1, Campus. Campus. Julia Martin. Nicolas Vanier, vous nous confiez tout à l'heure qu'il y avait une autre chanson qui vous accompagnait lors de vos expéditions. Another Break in the Wall des Pink Floyd. On vous fait ce plaisir de l'écouter et on en parle juste après si vous le voulez sur Europe 1. Les Pink Floyd sur Europe 1, Another Break in the Wall, Nicolas Vanier. Moi, c'est le numéro 1 sur ma liste lorsque je pars en voyage. Alors, je le garde précieusement pour pas non plus l'utiliser trop. Et lorsque je déclenche ce morceau, ça m'emmène totalement. J'adore. À 16 ans, après avoir ruminé une bonne dizaine d'années sur les bancs de l'école, vous allez enfin concrétiser votre rêve et partir en Laponie. Vous pouvez nous raconter ça ? Alors je ne sais pas si on peut dire concrétiser son rêve. Je crois qu'intérieurement, je suis même sûr, j'espérais quelque part confronter enfin à la réalité du Grand Nord, que cette confrontation allait me guérir. Vous savez, c'est un petit peu comme ces stars que l'on voit au cinéma. Je vais pas citer lesquelles, mais j'en ai rencontré quelques-unes. Et elle est toute petite, elle est moche, elle est pas sympa. Et donc ce Nord que j'avais totalement idéalisé, comme on idéalise une star de musique ou de cinéma. Je crois, qu'inconsciemment et même un peu consciemment, j'espérais que ce voyage allait me guérir. Et ça n'a pas été le cas. Pourtant, ça n'a pas été facile. Nous sommes partis avec 2 amis. On a pris tout simplement le train à la gare du Nord. On est descendu à la dernière gare, au-delà du cercle polaire. Et là, on est parti à pied avec
peu de nourriture, mais des cannes à pêche. On s'imaginait que, comme c'est le cas chez moi en Sologne, il est assez facile de pouvoir se procurer la nourriture avec la pêche. Et en Laponie, ce sont des salmonidés, des truites qui sont assez capricieuses. Et finalement, les caprices de la météo ont fait que tout d'un coup, le poisson mordait plus. Et on s'est retrouvé pendant pratiquement 48 heures sans manger autre chose que des myrtilles toutes frétries. Et alors là, on a un souvenir extraordinaire qui a été tout d'un coup la rencontre avec des éleveurs de rennes qui étaient là-haut sur ces hauts plateaux. Et alors, par chance, ils étaient en train, dans un four de pierre, de faire ce qu'ils font une fois par semaine environ, c'est du pain tout chaud. Et cette odeur de pain, je l'ai encore dans les narines. Et ils nous ont accueillis, nous ont donné à manger du renne, du pain. Ça a été finalement ma première rencontre avec ce que je vais appeler les peuples du Nord, plutôt une belle rencontre. Et puis au-delà de ça, cette rencontre avec ce Nord dont malheureusement ou heureusement, vous n'avez pas été guéri. Je n'ai pas été guéri, bien au contraire. Lorsque je suis revenu sur les bancs de l'école, je me suis rendu compte que ma vie allait définitivement être liée avec ce Grand Nord, mais je ne savais pas encore comment. On revient changer forcément à 16 ans. Ce voyage va en appeler rapidement un autre, au Canada, l'année suivante. Et là, c'est un périple qui est un petit peu plus dangereux quand même, Nicolas Vanier. Alors le Canada, d'abord, c'est un billet d'avion, donc c'est de l'argent, beaucoup d'argent pour celui que je suis à l'époque. Donc je trouve un travail comme docker occasionnel au Havre. Je travaille dur de 4h à midi et je reprends l'après-midi pour pouvoir me payer ce voyage. Et nous partons pendant 1 mois et demi traverser tout le Québec-Labrador en canoë. Ce sont des Indiens montagnais avec lesquels j'ai développé depuis des liens d'amitié qui nous fabriquent ces 2 canoës. Et nous partons là à l'aventure, mais à l'aventure avec un grand A, c'est-à-dire avec un point de départ, un point d'arrivée, aucun moyen de communication, une rivière extrêmement dangereuse. Beaucoup de courants, c'est ça, de rapides? Oui, des rapides. Donc, nous avons effectivement un accident qui fait que un des 2 canoës se fracasse autour d'un caillou. Heureusement, on arrive à récupérer le bord et puis là, un pilote d'hydravion survole la rivière et voit le canoë en plein milieu de la rivière, donne cette information qui est ensuite relayée je ne sais comment et arrive en France et aux oreilles de mes parents qui sont, on va dire, excessivement inquiets. Il faut dire les choses, ils vous ont cru mort à ce moment-là, vos parents. Oui, c'était ce qu'il faut savoir, c'est que l'année qui a précédé cette expédition, une personne avec laquelle ensuite d'ailleurs je suis reparti en traîneau à chien traversait cette région-là qui s'appelle Alain Rastoin, perd dans ce même accident son copain de toujours, personne auprès duquel d'ailleurs j'avais pris des renseignements. Donc mes parents avaient en plus cet historique terrible qui a fait effectivement que cet accident a été quelque chose de très inquiétant pour nos proches. Heureusement, 24 heures après, nous avons rejoint, ce qui est rare sur cette rivière, un camp de chasse et de pêche qui ont pu envoyer à la police montée canadienne l'information comme quoi nous étions vivants. On est arrivé à 4 d'ailleurs dans un canoë qui prenait l'eau, enfin encore une fois affamé parce qu'on avait perdu dans cet accident absolument toute notre nourriture. Mais tout cela, finalement avec le recul, c'est l'apprentissage, toutes ces erreurs, et on en a fait beaucoup bien évidemment au cours de cette première expédition à Laponie, toute une part d'inconscience. Ce sont des erreurs qu'on n'a pas ensuite rééditées sur d'autres expéditions en canoë qui m'ont amené par exemple à traverser toute l'Alaska ou une grande partie de la Sibérie du Nord où là, aguerri, on mettait bien évidemment beaucoup plus de chance de notre côté de ne pas d'arriver au bout. Vous êtes tout jeune à ce moment-là, Nicolas Vanier. Moi, je me place du côté de vos êtres chers. Quand vous rentrez, vos parents, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent pas à un moment donné, écoute, t'as tenté l'aventure, peut-être s'arrêter là, reviens à un métier un peu plus basique et pragmatique? Non, mes parents ont été vraiment formidables parce que d'une part, ils m'ont poussé à terminer mes études, ce que j'ai fait, et ce qui, je crois, était important parce que quelque part, tout de même, ça développe un intellect qui est important. Mais ils n'ont jamais cherché à me freiner, sans doute parce qu'il y avait aussi chez eux, chez mon papa comme chez ma maman, le goût de l'aventure et du voyage, le goût
l'amour de la nature. Et donc, même s'ils ont mis des freins qui sont importants de mettre à cette époque-là, qui vous poussent à réfléchir sur les conditions dans lesquelles vous allez faire ce voyage et préparer ce voyage, ils m'ont laissé partir, aussi difficile soit-il. Et je m'en rends compte maintenant aujourd'hui que je suis devenu parent, parce que bien évidemment, quand on est enfant, on se rend pas compte, on est agacé par l'angoisse que cela procure, mais avec le recul, voilà, ils m'ont à la fois offert cette liberté de pouvoir faire ce qui définitivement était quelque chose que je devais faire. Je crois que mes parents ont compris qu'ils ne pouvaient rien contre cette passion, rien. Et donc il fallait mieux aller dans mon sens en m'accompagnant, et c'est ce qu'ils ont fait. Des aventures qui vont en appeler beaucoup d'autres. On en parle avec Nicolas Vanier. On est bien ce matin, tous ensemble sur Europe 1. Campus sur Europe 1. Julia Martin. Nicolas Vanier, on poursuit votre campus avec une chanson qui vous évoque la nuit lors de vos voyages. On écoute Bette Midler sur Europe 1 avec The Rose. The Rose, Bette Midler sur Europe 1. Cette chanson m'évoque la nuit dans le Grand Nord. Le rythme est en adéquation avec l'extérieur. Voilà ce que vous nous avez déclaré, Nicolas Vanier. Oui, puis je rajouterais que la voix féminine, c'est vrai que finalement quand je consulte ma petite liste que j'emmène avec moi, il y a beaucoup de voix féminines. Patricia Cass par exemple. Oui. Finalement j'ai la sensation, ça peut peut-être paraître idiot, mais d'être dans un espèce de monde un petit peu viril, très masculin dans le Nord, et ces voix féminines la nuit me font dresser les poils sur les bras. Et cette chanson en particulier, je la trouve très jolie, très belle. Oui, comme beaucoup d'auditeurs, puisqu'ils nous écrivent sur Twitter @Julia Europe 1 tout attaché. Vous le disiez tout à l'heure, vous l'expliquiez, vous n'écoutez pas trop de musique non plus parce que vous faites attention à l'environnement et les bruits sont très importants dans votre parcours. Est-ce que vous avez déjà eu peur puisque vous êtes tombé 3 fois dans la glace ? C'est effectivement, en traîneau à chien, le plus grand risque, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. C'est pas le froid, ni les animaux sauvages, ni les Indiens qui vous attaquent. Lorsqu'on voyage en traîneau à chien, on voyage pour 90% sur les voies naturelles que sont les rivières gelées, ou les lacs, ou la mer, mais on passe l'essentiel de son temps finalement sur l'eau. L'eau qui est gelée à différentes épaisseurs en fonction de la température, en fonction du courant. Et cette couche de glace est recouverte généralement d'une couche de neige qui masque justement ces irrégularités. Donc le son vous donne un certain nombre d'indications, mais il arrive malheureusement parfois que la glace se brise, et c'est effectivement quelque chose d'excessivement dangereux, puisque lorsque vous tombez au travers de la glace, qui m'est arrivé plusieurs fois, 3 fois, déjà vous avez beaucoup de mal à remonter dessus, parce que si elle casse, c'est qu'elle est fragile, et surtout parce que il y a un terrible chronomètre qui se met en place. Lorsque vous êtes constitué comme moi avec une couche adipeuse qui n'est pas énorme, vous avez environ, on va dire, à peine 2 minutes ou 3 minutes grand maximum pour pouvoir ressortir de l'eau qui est à 0 degré, temps au-delà duquel la température de votre sang, votre température de votre corps va descendre en dessous de 34, ce qui va faire que vous ne pourrez plus de toute façon faire aucun geste ni avoir la capacité de pouvoir ressortir de la glace. Là, si vous arrivez à ressortir de la glace, que j'ai eu la chance de faire 3 fois, une fois d'ailleurs grâce à mes chiens qui sont venus me rechercher, de nouveau, un chronomètre se met en place, parce que l'eau est à 0, mais lorsque vous ressortez, que vous êtes par exemple, comme ça a été mon cas en Sibérie, il fait moins 50 ou moins 55. Et vos vêtements, qui sont gorgés d'eau, en l'espace de quelques minutes, vont devenir durs comme du béton. Mais même au-delà de ça, lorsque vous ressortez de la glace, la seule chose, l'unique chose qui peut vous permettre de rester en vie, mais il n'y en a qu'une seule, c'est de pouvoir allumer un feu. Donc déjà, il faut avoir la chance d'avoir, ce qui est souvent le cas auprès des rivières ou des lacs, quelques résineux qui vont vous permettre d'avoir du combustible. Et puis là, on rejoint ce que je disais tout à l'heure, il y a l'expérience qui fait qu'aujourd'hui, je n'ai pas sur moi 1 ni 2, mais 3 maintenant sachets étanches à l'intérieur duquel j'ai grattoir, allumette et une petite bougie qui va permettre d'aller vite sous un résineux sous lequel généralement il y a des branches mortes très inflammables qui vont vous permettre d'allumer un feu. Mais si par exemple vous tombez sous de la glace dans un lieu où il n'y a autour aucun arbre, ça sert à rien de s'énerver, de courir dans tous les sens, de tenter quoi que ce soit. Il faut mieux s'asseoir, repenser à
tous les beaux moments que vous avez vécus dans votre vie, parce que vous allez mourir. Vous n'avez pas une chance sur 1 milliard de pouvoir vous en sortir autrement qu'en allumant un feu. On se prépare à ça psychologiquement, de se dire que si d'aventure, on n'est pas à côté de résilience. Vous savez, ça fait partie de ces risques, comme un marin qui tombe dans l'eau, comme ceux qui nous écoutent, qui vont peut-être pas dans les mers ou sur la glace, qui en voiture savent que il y a un fou de volant qui peut sur l'autoroute. J'ai vu encore hier des images. Ça fait partie des accidents de la vie. Donc, je crois qu'on se prépare jamais vraiment à ça, mais en tout cas, on fait tout pour l'éviter. Et effectivement, lorsqu'on est sur une rivière fragile, il faut mieux ne pas écouter de la musique et écouter le bruit de la glace. Et d'ailleurs, en l'occurrence, c'est ce que permet aussi le voyage en traîneau à chien, c'est que tous les sens sont développés. Vous avez le temps de regarder, d'écouter, d'apprécier. Nicolas Vanni, à l'hiver 83-84, vous avez alors 21 ans, vous partez en traîneau avec des chiens pour traverser le Nouveau-Québec et vous ramenez votre premier ouvrage et votre premier docu. C'était pour la 2. Oui, c'est un moment absolument extraordinaire parce que j'ai traversé tout le Québec-Labrador en canoë pendant l'été et je me suis rendu compte que se préparait à l'automne où je suis rentré à l'école quelque chose d'énorme. C'est l'hiver. Et depuis enfant, je dévore les récits de Jack London, les loups, la neige, les grands froids, les aurores boréales, le traîneau à chien, tout ça fait partie pour moi d'un imaginaire, quelque chose d'énorme, très frustré donc quand je rentre, et alors même que je sentais les prémices de l'hiver arriver, et j'entends parler d'une expédition qui va traverser ce même territoire en traîneau à chien. Et là, je me dis à moi-même, je partirai. Et je me mets en relation avec ceux qui se préparent à cette expédition, qui sont bien plus âgés, bien plus expérimentés que moi. Et de guerre lasse, ils acceptent de m'emmener, en tout cas pour un premier voyage de reconnaissance, au cours duquel ils voient effectivement que ma passion est énorme et qu'elle compensera sans doute mon manque à la fois d'âge et d'expérience. Et je découvre auprès de 2 grands coureurs des bois canadiens le traîneau à chien, l'hiver, et d'une façon extraordinaire, parce que ces 2 personnes, Jacques et Denis, étaient 2 mushers, conducteurs de chiens de traîneau, de coureurs des bois, qui fabriquaient en quelque sorte tout leur voyage sur la tradition indienne, sur la tradition des anciens trappeurs, avec des traîneaux à chiens conçus et qu'ils fabriquaient eux-mêmes de bois et de cuir, avec des raquettes achetées auprès des montagnais, avec une tente qu'ils fabriquaient eux-mêmes, comme ces tentes qu'utilisaient les chercheurs d'or dont parle Jack London. Enfin, je rejoignais finalement les lectures, les rêves de mon enfance, et ça a été un hiver absolument incroyable, au cours duquel j'ai beaucoup appris, et où j'ai surtout appris que ma vie était, mais alors définitivement liée à ce grand Nord. Et j'apprends, au-delà de tout ce que j'apprends dans ce Nord, qu'il est peut-être envisageable, possible de concilier un besoin plus ou moins important en financement et ces voyages au travers effectivement de l'image et de l'écriture. Ces voyages, une passion que vous vivez également avec votre femme, vos enfants. On en parle, Nicolas Vanni, dans un court instant sur Europe 1. 10h, 11h30 sur Europe 1. Campus. Julien Martin. Nicolas Vanni, on va parler amour ce matin sur Europe 1, juste après By the River's Dark de Leonard Cohen. By the River's Dark, Leonard Cohen sur Europe 1, Nicolas Vanni, quelle voix? Oui, ça m'évoque le voyage à cheval parce que j'ai eu la chance de rencontrer Leonard Cohen à Montréal, parce que je souhaitais très fort mettre cette magnifique chanson dans mon film Le Dernier Trappeur, à un moment justement où il voyage à cheval à travers les montagnes rocheuses. Très très belle chanson. Parmi l'un de vos voyages les plus étonnants, il y a ce voyage à travers les Rocheuses et le Yukon jusqu'en Alaska 94-95 avec votre femme et votre fille aînée d'1 an et demi à l'époque.
Ouais, un voyage c'est incroyable, ça. Extraordinaire, parce qu'après effectivement 15 ans d'expédition, de longues expéditions, souvent d'1 an et plus, à travers tous ces pays d'en haut, lorsque je me suis marié et que j'ai eu ma petite fille Montaigne, effectivement, j'avais envie, je crois que c'est légitime, de partager cette passion avec eux. Et donc, nous avons imaginé ce voyage d'1 an, au cours duquel nous avons voyagé à cheval pendant 3 mois pour aller jusqu'à un grand lac complètement perdu au milieu des montagnes rocheuses. Nous avons fabriqué une cabane où nous avons vécu pendant 6 mois avant de repartir en traîneau à chien pour traverser tout le nord des montagnes rocheuses et aller jusqu'en Alaska. Et ça a été une année extraordinaire, déjà parce que nous étions 24 heures sur 24 avec notre petite fille qui a grandi, qui a appris à parler dans les montagnes, qui a chanté avec les loups, qui s'est liée d'amitié avec le chef de notre petite meute. Une année extraordinaire où nous étions tous les 3 dans cet univers que j'aime passionnément, profondément. Votre épouse Diane, est-ce qu'elle cautionne toujours vos expéditions ? Caution, au-delà de ça, elle ne m'a jamais empêché de partir, déjà parce que elle m'a connu ainsi. Elle a joué un rôle absolument considérable dans ma vie, puisque elle m'a permis de concilier à la fois une vie de famille, une vie où mes enfants sont d'une importance qu'on imagine, avec aussi une vie d'aventure, parce que s'il est facile pour moi de partir pendant 6 mois, traverser le Grand Nord et réaliser mes rêves, on imagine peu et souvent pas du tout que dans l'ombre il y a quelqu'un qui reste à la maison avec les enfants, qui parfois angoissent, qui encore une fois joue un rôle considérable. Et c'est pour cela d'ailleurs que ce voyage avec Diane, avec Montaigne, a été aussi formidable. Et nous l'avons d'ailleurs il y en a eu d'autres. Nous sommes repartis ensemble au Yukon, en Sibérie. J'ai souvent essayé de faire partager à ceux que j'aime, ma femme et mes enfants, ma passion, mes voyages. Et il y en a eu beaucoup. Il n'y a pas eu que celui-ci. Oui, Nicolas Vanier, effectivement, un hommage à votre femme Diane qui gère effectivement le quotidien avec 3 enfants qui ont forcément pris le virus, on l'imagine. D'ailleurs, vous allez remettre ça l'hiver prochain avec votre fils ? Oui, ça a été un joli moment qui date d'ailleurs de quelques semaines où après une année à faire un apprentissage du traîneau à chien à mon jeune fils Côme, un apprentissage que nous avons fait dans le Vercors où j'ai mes chiens de traîneau et où j'ai un camp où d'ailleurs ceux qui nous écoutent peuvent aller s'initier à la randonnée en traîneau à chien, en été comme en hiver d'ailleurs. Eh bien j'ai dit à mon fils que Montaigne, donc ma fille aînée, avait fait un grand voyage avec moi, que Lou m'avait rejoint sur le tournage du film Lou en Sibérie et que lui, j'avais envie de lui proposer de venir me rejoindre pour les derniers 10 jours de mon expédition pour arriver sur cet endroit absolument extraordinaire qu'est le lac Baïkal, la 7e merveille du monde. Et vous imaginez les yeux, le plaisir au-delà des yeux de l'enfant, le plaisir du papa qui annonce ça à son petit-fils Co. Mais j'imagine que pendant les mois que vont durer cette grande traversée, je vais attendre avec une impatience immense cette rencontre et ce moment où je vais pouvoir partager 10 jours avec lui en traîneau. Ça va être un très joli moment. Je peux dire que le papa Nicolas Vanier a les yeux qui brillent en ce moment sur Europe 1. Et puis je rappelle également que ce qui vous anime en ce moment, c'est Belle et Sébastien avec ce roman qui est toujours disponible aux éditions XO. Et puis ce film qui sortira le 18 décembre prochain sur nos écrans. On est bien tous ensemble dans Campus sur Europe 1 et il est 11h. Europe 1, Campus. Julia Martin. Nicolas Vanier, vous êtes un homme engagé dans l'éducation et la protection de la nature. Pour parler de cela, vous avez choisi un artiste lui aussi engagé, c'est Bono. On écoute One de U2, on en parle juste après sur Europe 1. Ah oui, U2 sur Europe 1, on est obligé de chanter. Au-delà de cette chanson qui est sublime, magnifique, Nicolas Vanier, c'est l'engagement de Bono qui vous inspire. Oui, j'ai toujours beaucoup de respect pour ceux qui
ont eu la chance méritée dans le cas de cet artiste d'être reconnu par le grand public, de mettre sa notoriété au profit de causes importantes. Je pense que voilà, les artistes ont un rôle important à jouer. On manque aujourd'hui cruellement sur ce monde un petit peu de solidarité, d'amour pour cette nature que l'on bafoue, et donc je me sens très proche de ces artistes qui s'engagent. Bien sûr, Nicolas Vanier, vous aussi, vous vous battez pour une autre vision de la nature plus pure. Votre dernier combat se fait à partir de la mythique histoire de Belle et Sébastien. L'oiseau, Belle et Sébastien, Nicolas Vanier sur Europe 1. D'où est parti ce projet de roman puis de film à venir en décembre ? Bien, c'est un cadeau qui est arrivé un petit peu par le hasard de la vie et des rencontres qui ont fait que Cécile Aubry est décédée il y a 2 ans aujourd'hui, et donc Gaumont, qui va être le distributeur du film, a récupéré les droits, et donc a eu envie, m'a proposé de redonner un petit peu vie à cette histoire qui se mourait dans les archives de la télévision française. Et c'était effectivement une histoire, un film sur mesure pour l'amoureux des chiens, de la montagne que je suis, amoureux de la France aussi que je suis, parce que c'est vrai que j'ai consacré beaucoup de temps de ma vie, de films et de romans, de livres à ce qu'on appelle les pays d'en haut. Et j'avais aussi envie, et ça a été un vrai plaisir, de rendre hommage au pays qui est le mien et à ces belles montagnes. Mais oui, un chien de montagne, enfant de montagne, c'est un projet qui ne pouvait revenir qu'à vous, j'ai envie de dire, un projet sur mesure. Et puis, d'un mot, vous pouvez nous raconter le contenu de l'Odyssée sauvage qui débutera le 20 décembre prochain ? Eh bien, je repars depuis l'océan Pacifique avec mes chers chiens de traîneau pour traverser donc toute la Mandchourie, toute la partie nord de la Mongolie, pour rejoindre le lac Baïkal, qui est en quelque sorte le berceau du commencement en ce qui me concerne des chiens de traîneau, puisque c'est sur les rives du lac Baïkal qu'au cours d'une expédition d'1 an et demi, un trappeur m'a offert mon premier chien de traîneau qui s'appelait Ochoum, qui est l'arrière-petit-fils des chiens qui vont avec moi et mon fils Com, donc arriver sur les berges du lac Baïkal au printemps prochain. Partage et évasion ce matin en compagnie de Nicolas Vanier sur Europe 1. Europe 1. Campus. Julia Martin. Nicolas Vanier, on continue à parler de votre carrière au cinéma, et pour cela, on écoute Ciao, les nuits sont trop longues. C'est la BO du film de Ciao Pantin, écrite par Charles-Élie Couture. Besoin d'une amitié plutôt que se démolir. Charles-Élie Couture sur Europe 1 avec Ciao, les nuits sont trop longues. Nicolas Vanier, c'est un compositeur qui vous tient particulièrement à cœur. Oui, puis aussi un film extraordinaire où ce regretté Coluche que j'admirais beaucoup pour son talent et pour son engagement. Une musique qui colle parfaitement avec l'ambiance absolument incroyable de ce film où Coluche est incroyable. Et donc quelque chose de comme ça, de nostalgique, de triste, une musique d'ailleurs pour laquelle je crois que Charles-Élie a reçu le César de la meilleure musique. Ouais, vraiment très très jolie. Charles-Élie Couture qui a composé les musiques de votre premier film. Premier film long métrage qui est sorti dans une salle au cinéma à Paris. Le premier finalement d'une série qui me permet aujourd'hui effectivement d'avoir un film qui va sortir le 18 décembre sur beaucoup plus de salles qu'une. Et ce premier film, c'est Au nord de l'hiver. Alors chaque jour sur Europe 1, nous préparons une petite surprise à notre invité. Pas d'inquiétude, je vous assure, tout va très très bien se passer, Nicolas Vanier. C'est une surprise qui vous vient de New York aujourd'hui. Charles-Élie Couture, bonjour. Bonjour.
Bienvenue dans le campus de Nicolas Vanier. Alors en préparant cette émission, il nous a beaucoup parlé de vous. Il a notamment évoqué votre collaboration sur son premier film Au nord de l'hiver. Absolument, c'était dans les années 90-91. C'était une expérience intéressante parce que c'était la première fois que je travaillais sur la musique d'un film documentaire entre guillemets qui était une aventure personnelle autant qu'une aventure à l'image. C'était très intéressant. Moi, je découvrais d'ailleurs en même temps son travail au fur et à mesure des images et j'ai eu vraiment le sentiment d'avoir affaire à un personnage exceptionnel dans la mesure où il a une vie extraordinaire et moi autant je fais des voyages dans ma tête, j'en ai fait quelques-uns en vrai, mais autant lui les vit en 3D. Vous parlez de personnages exceptionnels, justement, Charlie Couture. Comment c'est de travailler au quotidien avec Nicolas Vanier ? Il est têtu comme une mule et c'est ce qui fait sa force. D'une façon générale, quand on part, comme il l'a fait, explorer le monde et essayer de le découvrir en vrai, pas dans les livres, mais qu'on est confronté au froid et aux aléas de tous les jours, etc., il faut avoir un caractère trempé dans l'acier ou qui ressemble au carbone, je ne sais pas. Moi, j'essayais de mettre de l'onirique et du relief, alors que lui, il avait une vision qui était très très réaliste des choses. Je crois que c'est un homme très réaliste d'ailleurs. En préparant cette émission, Nicolas Vanier nous a parlé effectivement du fait qu'il déplore l'éloignement de ses proches à cause de ses voyages, qui crée une distance avec eux. Et ses proches, vous en faites partie, Charlie Couture. Si vous aviez un message à lui laisser aujourd'hui sur l'antenne d'Europe 1, lequel serait-ce ? Moi, lui laisser un message, je crois qu'il sait écouter le message des oiseaux et le message du vent. Vous savez, les autres, on les a beaucoup à l'intérieur de soi. Je vis moi-même maintenant depuis une dizaine d'années assez loin de personnes qui me sont proches physiquement, puisque j'habite à New York maintenant. Mais je dois dire que je garde toujours à l'intérieur de moi mes amis qui sont comme une présence qu'on n'efface pas. Et je pense que lui, même si effectivement il est loin par le fait et par le corps, je crois qu'il garde toujours cette proximité de l'esprit qui fait les amitiés, quoi. Merci beaucoup, Charlie Couture. Bel été à vous. Je vous en prie. Merci, au revoir. Au revoir. Très joli témoignage de Charlie Couture sur Europe 1. Nicolas Vanier, les amis, c'est une présence qu'on n'efface pas. Déjà, merci pour cette surprise et merci à Charlie pour ce message. Je conserve effectivement le souvenir de moments, de jolis moments qu'on a passés ensemble et d'un travail un petit peu difficile qui, je crois, était dû aussi au fait que de mon inexpérience, travail sur la musique, il évoquait un petit peu. Et c'est agréable de voir qu'au-delà de ça, effectivement, on conserve un respect profond, en tout cas en ce qui me concerne. Merci infiniment d'avoir partagé cette heure avec nous, Nicolas. Je rappelle la sortie à la rentrée de votre nouveau film Belle et Sébastien le 18 décembre et puis toujours disponible le livre Belle et Sébastien aux éditions XO en librairie depuis le début de l'année. Je vous embrasse avant de vous laisser partir. Merci beaucoup, c'était très agréable. C'est gentil. J'embrasse également toute mon équipe. Bubu, cher Bubu à la réalisation, Olivier Duval à la technique, Messaouda, Johan Marion à la préparation, Valérie Costantino à la programmation et puis je voudrais également saluer Anne-Marie Martin.